pour cette deuxième vidéo sur l'histoire du Québec. J'ai pris des petites notes et je vais essayer de vous résumer l'histoire du Québec, 400 ans d'histoire en quelques minutes seulement. Alors excusez-moi pour les raccourcis. Le territoire du Canada est peuplé depuis plus de 10 000 ans, mais les Européens l'ont vraiment découvert en 1534, quand Jacques Cartier, en mission pour le roi de France, cherchait un passage vers les Indes, ne l'a pas trouvé, mais a trouvé le Saint-Laurent et le Canada. Donc la colonisation européenne en Amérique du Nord, au côté Canada, a commencé en 1534. Comme c'était un territoire pas très facile et très rude en hiver surtout, la colonisation s'est développée assez lentement. Il faut attendre 1608 que Samuel de Champlain crée la ville de Québec, donc actuellement sur la ville de Québec, à l'embouchure du Saint-Laurent. L'embouchure, c'est là où le fleuve se rétrécit ou s'élargit selon dans quel sens on circule. Et Montréal est situé un peu plus loin le long du fleuve. Et ça a été créé après la ville de Québec. Et donc en 1608, c'est la création de Québec. Il faut attendre encore 60 ans, 1668, pour que le Québec, qui s'appelait à l'époque la Nouvelle-France, soit déclaré officiellement une colonie de la France. Si vous avez écouté ma vidéo sur qui sont les Québécois, vous avez entendu cette date de 1759 qui marque la défaite des troupes françaises face aux Anglais sur les plaines d'Abraham. Et donc suite à cela, il y a le traité officiel qui cède la Nouvelle-France à l'Angleterre. C'est le traité de Paris en 1763 qui met fin à l'existence de la Nouvelle-France et qui crée le Canada. Ce n'était pas le Canada comme on le connaît aujourd'hui, mais c'était un territoire sur les provinces de Québec et Ontario. Donc suite à ça, pendant 10 ans, les anglophones vont essayer d'assimiler les populations francophones, de les convertir à la religion protestante, de les faire abandonner le français et perdre leur culture. Ça n'a pas trop marché non plus parce que les Britanniques n'étaient pas très attirés par le Canada. Je pense que comme les Français, le climat était très rude et ça manquait un peu de distraction. Donc les opportunités au Canada n'apparaissaient pas très séduisantes. Les francophones sont un peu têtus et ne veulent pas renoncer à tout ça. Ils se battent pour préserver leur culture. Et aussi une alliance avec la couronne d'Angleterre. Par l'acte du Québec, la couronne d'Angleterre s'est assurée le soutien des populations francophones pour que le Canada demeure sous influence anglaise et qu'il ne soit pas tenté d'aller renforcer les troupes américaines qui luttaient pour l'indépendance des États-Unis. Donc on le voit déjà à l'époque, les Québécois francophones sont une minorité, mais ils ont quand même un grand poids sur l'échiquier politique. Et donc l'acte de Québec en 1774 garantit aux francophones la protection de leur langue, de leur culture et de leurs droits civils. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, entre le Québec et le reste du Canada, il y a souvent deux systèmes, et c'est un peu le bordel parfois, il faut le dire. Au milieu du 19e siècle, les différences s'affirment encore un peu plus entre les anglophones et les francophones. Par exemple, en 1837-1838, il y a la révolte des patriotes menée par Papineau. Et c'est une révolte qui est quand même assez socialiste en termes de droits économiques, civiques, sociaux. C'est beaucoup plus progressiste que ce que faisaient les anglophones de l'époque. Et en 1840 arrive l'acte d'union qui tente une nouvelle fois d'assimiler les populations francophones dans la population du Canada. Donc on voulait un peu arrêter ce système à deux vitesses. Mais grâce aux valeurs communes politiques, les francophones se sont alliés avec des anglophones plus progressistes et ont réussi encore une fois à se maintenir et à survivre dans cette Amérique anglophone. Donc finalement, je pense qu'à la fin du 19e siècle, tout le monde commence à comprendre qu'il va falloir vivre ensemble et s'organiser surtout si on veut rattraper le retard par rapport aux États-Unis. Parce qu'en fait, l'Angleterre s'en fichait aussi un petit peu du Canada comme la France à l'époque et n'a pas franchement encouragé le développement économique. Pour eux, l'important c'était surtout d'exploiter les richesses du Canada pour en faire bénéficier la métropole Londres et l'Angleterre. Et donc les Canadiens en ont un petit peu eu marre et ont déclaré leur indépendance économique, même si pour la diplomatie et les affaires étrangères, ils restaient sous les ordres de la couronne britannique. Et donc en 1867, ça a été la première confédération du Canada avec 4 provinces, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l'Ontario. Donc avant, Québec et Ontario, ça formait une province, la province du Canada.
et ça a été séparé en deux, Québec majoritairement francophone, Ontario majoritairement anglophone. Et il faut savoir aussi que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province canadienne qui est officiellement bilingue. C'est-à-dire que le Québec est francophone, toutes les autres provinces sont anglophones, et le Nouveau-Brunswick reconnaît les deux langues officielles, même si au final l'anglais est beaucoup plus utilisé là-bas au quotidien. À la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, on note aussi une nouvelle vague d'immigration en provenance d'Europe, mais pas de France ni d'Angleterre, plutôt de Grèce, d'Italie ou encore de Pologne. Et dans les autres provinces où il y avait des communautés franco-canadiennes, progressivement elles se diluent et elles s'assimilent. Il reste encore des franco-ontariens, des franco-manitobains, mais c'est vrai que les communautés sont assez petites et ont beaucoup de difficultés à s'affirmer en tant que francophones, même par rapport aux autres Canadiens en fait. Deux autres moments qui ont cristallisé un peu les tensions entre les francophones et les anglophones, ce sont les deux guerres mondiales. Les populations anglophones étaient plutôt favorables à l'engagement du Canada dans les guerres, alors que les francophones étaient plutôt partisans de laisser les nations européennes se débrouiller toutes seules et de rester bien tranquillement faire leur petite vie au Canada. Et donc ça a un peu encouragé une montée du nationalisme francophone contre les anglophones. En fait, les Canadiens en général et les Québécois aussi sont un peuple assez pacifique, ils n'aiment pas les conflits et je crois que ça a toujours été comme ça. Donc le nationalisme québécois ne se traduit pas autant par la violence que certains nationalismes en Europe. Et donc c'est comme ça que dans les années 1960, le Québec a entamé sa révolution tranquille. À l'époque, la population francophone était donc vraiment majoritaire, mais seulement 7% des entreprises étaient contrôlées par des francophones. Plus de 45% des entreprises étaient contrôlées par des fonds étrangers et plus de 45% par des anglophones du Canada. Donc quand il y a un tel déséquilibre entre le pouvoir économique aux mains d'une minorité et la majorité, il y a une nécessité de rééquilibrer à un moment donné. Et l'élection de Jean Lesage du Parti libéral québécois a permis de commencer ce processus. Dans les années 60, c'était les 30 glorieuses au Canada aussi, donc il y avait un gros essor économique et la culture américaine commençait à s'introduire au Québec et tout le monde adoptait un peu le mode de vie américain, donc il y avait une unité culturelle, mais il y avait un gros déséquilibre en matière économique.